Bonsoir à tous. Nous avons que 5 minutes de retard. C'est pas grave, il y a encore des gens qui arrivent, mais on va démarrer tout de suite la présentation. Alors, je m'appelle Frédéric Vast, je suis le président de l'UNICNAM, et à ce titre, eh bien, nous avons souhaité vous organiser, au travers d'une remise des diplômes, une conférence. Alors, cette conférence est en partie réalisée en 2 temps. Je vous propose donc l'agenda. On va attaquer la conférence avec notre ami Gilles Corcos, que j'aurai l'honneur de vous présenter d'ici peu. Juste après, nous ferons une petite pause. Et à ce sujet, Gilles Corcos est venu avec pas mal de ses bouquins que vous pouvez acheter si vous souhaitez. Et il aura aussi, je dirais, la délicatesse de vous faire une petite dédicace. On essaiera, d'un point de vue timing, de réserver 10 minutes, un quart d'heure à cette séance. Et nous envoyerons sur la remise des diplômes avec l'appel des diplômés de la promotion 2010. Alors il faut savoir que le CNAM de Lille, sur la promotion 2010, compte 27 ingénieurs. Vous verrez les spécialités, je vous les décrirai au fur et à mesure, et vous verrez que les sujets de mémoire qui ont été réalisés sont vraiment extraordinaires. Quelques informations sur l'UNICNAM. Vous avez le site internet qui vous présente en fait l'ensemble des activités que nous préparons cette année. Cette conférence n'est que la première, bien entendu, et nous vous reparlerons d'autres rendez-vous à ce sujet qui s'étaleront donc tout au long de cette année. Une petite information sur l'Assemblée Générale au niveau de l'UNICNAM qui se tiendra le 12 avril. Donc ceux qui sont intéressés à venir rejoindre un groupe dynamique, plein de partage de connaissances et surtout de retour d'expérience, eh bien, sont invités à venir nous rejoindre ici même le 12 mars. Alors, petit aparté, notre ami Laurent Donge, ici présent, se fait fort de filmer à la fois la conférence et la remise des diplômes, et donc ceux qui sont intéressés par le film peuvent bien entendu me contacter à mon adresse mail. Et puis n'oublions pas les réseaux, parce que l'UNICNAM c'est avant tout un réseau. Nous avons besoin de retour d'expérience, de partage, d'enrichissement mutuel. Et c'est bien au travers de ce réseau qu'est la vocation de l'UNICNAM. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter Gilles Corcos. Alors, typiquement, comme je le dis à l'ensemble des auditeurs, des ingénieurs, nous formons très bons ingénieurs sur tous les plans, sur les plans techniques, méthodologiques, de management de projet. Il existe quand même un gros souci, c'est que, comme je dis souvent, les projets d'entreprise, eh bien, ce ne sont pas la plupart du temps que des projets avec une consonance technique. C'est surtout en fait une histoire d'homme. Et on a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Et je me suis intéressé un petit peu à cette partie qu'on intitule l'intelligence émotionnelle. Alors comment j'ai trouvé l'intelligence émotionnelle? Tout simplement en faisant une petite recherche sur Internet. Et ce que j'ai trouvé sur Internet, c'était que l'intelligence émotionnelle pouvait nous aider, notamment dans nos relations intimes. Alors je me suis dit, ça y est, bingo, j'ai trouvé le Saint Graal. Plus sérieusement, l'intelligence émotionnelle est au cœur de l'ensemble de nos problématiques et des projets que l'on a menés sur le plan professionnel, mais aussi, pourquoi pas, sur le plan personnel. C'est la raison pour laquelle, je vous présente Gilles Corcos, qui est un ancien ingénieur CNAM de la spécialité informatique et qui s'est intéressé à l'intelligence émotionnelle. C'est le pionnier en France sur le sujet. Et en 2005, il a fondé en fait le cabinet qui s'appelle Odyssey Motion. Et au travers de ce cabinet, il a la responsabilité d'accompagner, de coacher des cadres et des dirigeants d'entreprise pour exprimer plus encore leurs talents. C'est ce que je vous propose tout de suite de voir avec lui, de manière à ce qu'il nous explique un petit peu comment il définit l'intelligence émotionnelle et ce que l'on peut en tirer. Merci Frédéric. J'en profite aussi pour remercier Laurent Cessac
qui est présidente de l'UNICNAM de Paris. Alors, mon histoire, comme l'a dit Frédéric, ça a commencé par le CNAM, et j'ai fait mes études en organisation, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai mis 8 ans pour y arriver. Et voilà, je voudrais aussi remercier le CNAM, parce que c'est grâce au CNAM si aujourd'hui je suis là, c'est grâce au CNAM que je suis ingénieur. Et pour moi, un ingénieur CNAM, c'est une belle voiture, c'est une voiture puissante. Mais il y a une voiture puissante avec malheureusement un frein à main qui est serré. Et pourquoi? Parce que notre intelligence émotionnelle peut nous aider à accélérer ou nous freiner. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle. Alors, j'ai un vœu à faire. Ce vœu, c'est que l'excellence soit associée au sens de l'humain. Un vœu aussi, mais qui est déjà réalisé, c'est que le CNAM soit associé à l'école pionnière de l'intelligence émotionnelle en France. Parce que c'est vraiment le cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois vraiment que c'est un enjeu majeur pour notre société de demain. Surtout avec la période de crise que nous traversons, qui peut être longue. Alors, ça commence par une question. Et si le succès devait dépendre plus du QE que du QI? Le QE, c'est le quotient émotionnel, le QI, c'est le quotient intellectuel. C'est à partir de cette question que Daniel Goleman a fait une étude, a fait des recherches et une étude et est arrivé à un résultat qui, moi-même, m'a surpris. Ce résultat, vous le voyez à l'écran, 66% de notre réussite dépend de nos compétences émotionnelles. J'y croyais pas au début. C'est surprenant. Parce que si vraiment c'était ça, pourquoi est-ce que notre intelligence émotionnelle a si peu de place? Je me suis posé la question. Alors, plutôt que de vous donner une définition de l'intelligence émotionnelle qui est plus cognitive qu'autre chose, j'ai envie de démarrer sur une interrogation. Si vous avez besoin d'approbation, si vous avez peur de faire des erreurs, si vous voulez changer les autres, si vous êtes déstabilisé par la frustration, l'injustice, le rejet, si encore vous pensez que les autres sont la cause de votre problème, alors vous pouvez développer vos compétences émotionnelles. Et tous, je crois ici, y compris moi, pouvons développer nos compétences émotionnelles. Alors, les questions que l'intelligence émotionnelle se pose, je vais vous en proposer 6. La première, c'est pourquoi avons-nous besoin de reconnaissance? Pourquoi avons-nous besoin d'être valorisés? Ça, c'est quelque chose d'important dans notre société. On a tous besoin de cette reconnaissance. En quoi est-ce important de s'apprécier soi-même? Frédéric disait, c'est pas qu'une question professionnelle, c'est aussi une question personnelle. Mais oui, c'est important de s'apprécier soi-même. Bien sûr, d'apprécier les autres. Et je l'ai vu dans l'esprit du CNAM, il y a un réseau qui se forme, il y a une âme. Troisième question, que se passe-t-il quand une personne vous exprime son appréciation? Est-ce agréable, désagréable? Là, on est au cœur de notre intelligence émotionnelle. En quoi le stress est-il lié à notre estime? On parle beaucoup de stress dans notre société. On parle de stress dans les entreprises, il y a beaucoup de formations sur le sujet. Mais on ne fait pas toujours le lien entre nos compétences émotionnelles et le stress. Pourtant, il y en a une. Quel risque je cours quand je m'affirme? C'est vrai que s'affirmer, c'est une prise de risque. Mais on peut se poser la question inverse.
Quel risque je cours si je ne m'affirme pas? Si je ne donne pas mon point de vue? Et enfin, se réaliser dépend-il des circonstances, dépend-il des autres ou de soi-même? Alors, je vais prendre un petit exemple sur justement la gestion du stress. J'ai accompagné une journaliste qui souhaitait prendre la responsabilité d'une équipe de journalistes en Asie. Et donc en coaching, on a travaillé sur son intelligence émotionnelle et a préparé l'entretien qu'elle avait avec son directeur qui devait décider s'il lui donnait la responsabilité de l'équipe ou non. Donc deux options. Avec intelligence émotionnelle, elle est arrivée à s'affirmer à sa convocation et a obtenu finalement ce poste. Qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas travaillé et développé son intelligence émotionnelle? Elle n'aurait pas su se positionner parce que les outils ne suffisaient pas et je lui en avais donné et elle serait passée à côté de l'opportunité. La différence entre les deux, c'était bien sûr un salaire plus élevé et puis le plaisir de manager une équipe de journalistes à l'étranger, ou alors rester un journaliste itinérant. Voilà l'enjeu vraiment de notre intelligence émotionnelle et qu'est-ce que ça peut générer comme différence dans notre carrière, dans notre développement. Alors, la question que je vous propose, c'est de quelle valeur ajoutée parlons-nous? Quelle est la valeur ajoutée de notre intelligence émotionnelle? C'est bien sûr mettre notre diplôme au service de notre réussite professionnelle. C'est ensuite utiliser pleinement nos compétences. Parce que nous avons tous des compétences professionnelles. Encore faut-il les affirmer, les exprimer, oser se positionner. C'est ça qui va faire la différence. C'est ensuite ne pas attendre d'être déprimé pour s'occuper de soi. J'ai vu beaucoup de personnes stressées, déprimées, et à ce moment-là, effectivement, elles se posent des questions, elles commencent à s'occuper d'elles. Ce que propose l'intelligence émotionnelle, c'est d'anticiper sur ce qui sera, je dirais, la maladie du professionnel de demain, parce que la pression augmente de plus en plus, avec des résultats qui sont moins importants. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché international, parce que les enjeux sont plus difficiles. C'est ensuite comprendre comment nos émotions peuvent nous faire gagner. Ça, c'est vraiment la question cruciale, finalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos émotions sont plus un frein qu'un accélérateur. Or, il se trouve qu'en Occident, on ne sait pas pourquoi, à un moment, à partir du rationalisme, on a commencé à occulter notre dimension affective, nos émotions. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Pourtant, nos émotions existent depuis l'homme de Cro-Magnon. Elles ont toujours existé. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux en neurosciences, qu'elles sont essentielles pour la vie, pour la survie. Mais pourtant, on continue à fonctionner comme si nos émotions n'existaient pas dans l'entreprise. Et paradoxalement, moins on s'occupe de nos émotions, moins on utilise ce potentiel émotionnel, et plus, bien entendu, les émotions s'expriment plus fort. Plus elles sont gênantes. Donc s'il y a une chose à retenir peut-être ce soir, c'est de commencer à entendre son émotion, ses émotions, comme étant une personne qui veut vous parler, qui s'adresse à vous. Toute personne qui s'adresse à vous, si vous l'ignorez, ne va pas être contente. C'est normal. On a besoin d'être entendu. Et bien l'émotion, c'est pareil. Sauf que c'est le corps, c'est votre corps qui s'exprime. Et ces émotions,
tant que vous les entendez, elles vont remplir leur fonction, ce qu'on appelle une émotion fonctionnelle. Si vous ne les entendez pas, elles vont hausser le ton. Et on n'est pas dans le sujet de la santé aujourd'hui, mais moins une émotion est entendue, et plus elle va se manifester par d'autres chemins, jusqu'à s'exprimer dans le corps, à travers les accidents, des maladies, des choses comme ça. On sait aujourd'hui qu'il y a des liens très étroits entre notre manière d'accueillir nos émotions et notre santé. Pas notre santé mentale seulement, notre santé. Et enfin, c'est aider les autres à réaliser leur potentiel émotionnel, parce que ce n'est pas qu'une affaire personnelle, c'est aussi dans le lien, dans la relation, et je sais combien le lien est important pour vous au CNAM de Lille, que l'intelligence émotionnelle prend vraiment sa dimension. Alors, j'ai commencé à le faire. Nos objectifs, c'est quoi? Nous vivons au travail, tous, les jours, et nous rencontrons des difficultés, des crises, des ruptures. Notre objectif, c'est de savoir les gérer, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces difficultés ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Comme j'ai entendu souvent, et comme je le fais en tant que coach, quand j'accompagne les personnes, je m'aperçois qu'une difficulté peut se transformer, c'est ce qu'on appelle la résilience, peut se transformer en succès. En France, on a, faut le dire, on a peur de l'échec. Moins peut-être en Outre-Atlantique. Donc c'est, voilà, comment gérer, comment être avec nos difficultés, nos crises de rupture, que personne ne peut éviter ici. À partir de là, on peut se demander sur quel point de vue il est préférable d'utiliser ces situations. Il y a deux manières de le faire. Celle que nous connaissons tous, puisque j'ai été ingénieur, je suis ingénieur en informatique, donc très rationnel, très cognitif aussi. Point de vue cognitif, comme on étudie un système simple, une automobile, une pièce détachée, ça fonctionne. On peut, et c'est ce qu'on fait tous, utiliser notre intelligence cognitive. Là où ça se complique, c'est quand on veut étudier l'être humain et sa complexité. Et là, du coup, on ne peut plus utiliser notre cerveau gauche. On est inadapté si on utilise notre cerveau gauche pour comprendre l'autre émotionnellement. Alors, je vais me dire, les femmes sont un peu avantagées par rapport à ça, puisqu'elles sont, par nature, elles ont développé, sollicité cette intelligence, mais chacun peut développer cette intelligence émotionnelle, elle se développe à tous les âges. C'est un des constats qu'a fait Daniel Goleman. Contrairement au QI, le QE peut se développer jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, c'est important. Donc, nous pouvons le développer. Et nous avons donc deux points de vue possibles. Vous êtes entré dans l'amphi avec une intelligence cognitive. Vous allez ressortir avec deux intelligences. Rassurez-vous, vous les avez déjà. Sauf que la différence, c'est d'être conscient que nous avons deux intelligences. Et ça change tout. Et j'ai travaillé dans la qualité, et on cherchait des critères qualité, des facteurs qualité, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, il y en a certains. Et bien c'est un peu une déformation professionnelle. J'ai cherché des critères et des facteurs qualité dans le domaine de l'humain. Et j'en suis arrivé à l'intelligence émotionnelle. Pour élargir le champ de notre conscience au domaine affectif, au domaine des émotions. Alors, après ça, j'ai regardé, mais il y a un personnage que j'admire beaucoup, c'est Edgar Morin. Et dans le dernier livre qu'il a écrit, il est sorti en janvier dernier, j'ai retenu une phrase. Il y en avait d'autres. Il y en a une que je voulais partager avec vous. Cette phrase, c'est « Il manque une nouvelle formation des scientifiques qui inclurait la réflexivité. Le scientifique, bien qu'il ait développé les moyens les plus subtils,
connaître le monde extérieur, reste humble sur lui-même. C'est quand même incroyable. On arrive à la même conclusion. On a besoin de se connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même, les Grecs l'avaient fait. Alors, en Grèce, c'était une élite, bien sûr, mais aujourd'hui, en France, en Occident, tout le monde peut accéder à cette intelligence et tout le monde peut la développer. Et ça fait vraiment la différence. Alors, soyons concrets. Quels sont les bénéfices des compétences intrapersonnelles d'abord? On parlera des compétences sociales rapidement après, et d'abord les compétences intrapersonnelles. Parce qu'en intelligence, je fais la différence entre ma relation à moi, la relation à soi et la relation à l'autre. Pour des raisons purement pédagogiques. Parce que les deux sont interreliés, hein, évidemment. Un ingénieur pleinement conscient, j'ai retenu quatre aspects. Premier, c'est être présent pendant l'expérience. Croyez-moi, c'est important. Ça veut dire quoi? Être présent pendant l'expérience, des fois, quand vous travaillez, vous remarquez, vous observez une personne, vous dites « cette personne a une sacrée présence ». C'est un peu ça. Ça, c'est l'apparence. Et au fond, cette présence, elle est intérieure. Cette personne est présente à elle et présente à son environnement. Ça veut dire quoi être présent? Ça veut dire regarder avec ses yeux, entendre avec ses oreilles. Mais quand vous regardez une personne en face de vous, vous avez deux options. Vous pouvez la regarder cognitivement, avec votre tête, avec votre mémoire, avec ce que vous savez d'elle, c'est-à-dire vos préjugés, ou vous pouvez la regarder avec vos sens. La regarder vraiment, en essayant de faire abstraction de ce que vous connaissez d'elle. Et je peux vous garantir que ça change complètement la relation. La majeure partie des problèmes de couple sont dus au fait que vous ne regardez pas votre compagne ou votre compagnon avec vos sens et que vous la regardez avec vos préjugés. Essayez. Essayez, vous allez voir la différence. Deuxième aspect, être cohérent entre son fonctionnement interne et externe. C'est-à-dire, ce que je vis à l'intérieur se traduit dans un comportement. Des fois, vous remarquez qu'il y a des gens qui disent une chose et qui ont un comportement qui est différent. Et, comme on dit, une dissonance entre le comportement de la personne et ce qu'elle exprime. Ça veut dire que la personne n'est pas consciente et qu'elle a fait une scission entre son mental, son cerveau gauche, et son comportement plutôt orienté sur le cerveau droit, son ressenti, son expérience. C'est à ça qu'on fait référence quand on parle d'une personne qui est pleinement consciente. Ensuite, un troisième aspect, c'est un peu ce qu'on apprend quand on fait du coaching, c'est ne plus voir la personne telle que vous la connaissez, mais telle qu'elle peut être potentiellement. Chacun de nous évolue, avance, progresse, se transforme. Le rôle du manager sera de plus en plus de projeter sur la personne qu'elle voit. Alors en tant que parent, ne parlons pas. C'est encore plus important pour ses enfants, parce que notre regard peut les transformer. Et c'est pareil pour un collaborateur quand vous aurez une équipe. Faites attention à comment vous regardez vos collaborateurs, comment vous vous regardez aussi, bien sûr, mais comment vous regardez votre collaborateur, et essayez de faire la différence. Donc, plus grande cohérence dans la pleine conscience. Et enfin, quatrième aspect, c'est s'éloigner du jugement. Alors, quand je parle de jugement, on juge tous, rassurez-vous, je suis aussi
je juge plus que ça m'arrive de juger, mais j'essaie d'en prendre conscience le plus possible. Pourquoi? Je ne suis pas contre le jugement pour être contre le jugement. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est une interprétation. Qui dit interprétation, dit cognitif. Quand je suis dans le jugement d'une personne, je m'empêche de ressentir mon émotion. Je suis dans une interprétation de ce que je vois, donc je suis centré sur l'autre, mais je ne suis pas centré sur moi, sur ce que je vis. Quand il y a quelque chose qui me gêne, plus ça me gêne, plus je suis amené à porter un jugement. C'est complètement normal, naturel, sauf que quand je porte un jugement sur l'autre, je ne peux pas rester conscient de ce que je ressens. Tout simplement. Essayez de voir, sans vous interdire de porter le jugement, surtout ne faites pas cette erreur, essayez de voir qu'est-ce qui se passe quand vous portez un jugement sur quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que vous portez un jugement sur quelqu'un? Quand vous êtes serein, tranquille, détendu, ne portez pas de jugement. Quand il y a une remise en question, quand il y a deux cadres différents, de cultures différentes, du coup, on est moins en sécurité. Et c'est là qu'on est amené petit à petit à porter des jugements sur les autres. Et ça au niveau culturel, bien sûr au niveau religieux aussi, à tous les niveaux. Alors, si on continue, je vous ai sélectionné quelques exemples. C'est un consultant qui est en fin de mission, et on lui dit, écoute, soit on t'embauche, soit tu nous quittes. À partir de là, il y avait deux options. La première, c'était de quitter sa mission après cette période, et de passer le relais à un autre fournisseur, un autre consultant, comme c'était prévu. Ça, c'est ce qu'il aurait fait, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a partagé. Il y avait 16 personnes qui ont été interrogées sur 16 expériences différentes, et je n'ai fait que noter leurs témoignages. S'il avait été dans cette option, il aurait bien sûr perdu cette promotion qu'il a eue, et il aurait perdu les bénéfices que lui a accordé son employeur. Mais il a choisi d'utiliser ses compétences émotionnelles. Et entre autres là, d'utiliser sa prise de conscience de l'environnement dans lequel il était. Et conscient de ses enjeux, il est parti expliquer à son client les raisons pour lesquelles il devait rester dans cette mission. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait envie de rester. Et donc il s'est dit, pourquoi pas? Je vais expliquer mon point de vue. Et il a expliqué son point de vue à son client, et du coup il est resté, et il est resté le plus longtemps, et ça lui a permis de faire gagner à son employeur, puisqu'il travaillait pour une société de service, 36 000 €. Tous ces témoignages s'additionnent. Sur les 16 personnes, j'ai fait un petit calcul dont je n'ai pas le chiffre en tête, mais croyez-moi, ça fait gagner énormément d'argent. Si on ne parle que d'argent à votre employeur. Si ça fait gagner beaucoup d'argent à votre employeur, ça vous fait gagner aussi beaucoup d'argent et de reconnaissance. Alors, pourquoi je vous parle d'argent? Je vous parle d'argent parce que c'est ce que souvent on me retournait quand je parlais d'intelligence émotionnelle. On me disait, oui, mais bon, l'efficacité c'est plus important. Et sincèrement, moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que l'intelligence émotionnelle me permet d'être plus à l'aise financièrement? Ben oui, en tant que salarié, en tant qu'employeur, ça marche. Développer votre intelligence émotionnelle vous permet d'être plus à l'aise financièrement. Et aujourd'hui, en cette période de crise, croyez-moi, c'est pas évident. Donc, ça peut rendre service. Je vais prendre 3 compétences seulement, d'accord? Il y en a 10 en tout, mais c'est en termes d'illustration. Là, je vais vous parler d'un ingénieur qui est pleinement confiant. Je parlais de conscience, maintenant je parle de confiance en soi.
Les deux sont assez proches. Mais on fait la différence. On parle de confiance, pardon. On parle d'estime aussi. Il y a une petite différence entre les deux. 4 points. Premier point, cette personne s'aime. Elle aime qui elle est. Vous allez me dire, quel rapport avec l'intelligence émotionnelle? Ça a un rapport. Parce qu'une personne qui a de l'estime pour elle aura de l'estime pour les autres. Une personne qui a confiance en elle pourra générer de la confiance dans son équipe, chez ses enfants, dans son environnement. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc c'est important. C'est pas une religion, mais c'est important de s'aimer. Deuxième aspect, accepter de recevoir et en ressentir de la gratitude. C'est pas simple, c'est pas évident. Des fois, quand on me fait un compliment, quand on me faisait un compliment, j'étais pas très à l'aise. Curieux, hein, parce qu'a priori, c'est plutôt agréable, ça devrait être agréable. Mais pas forcément. Donc c'est intéressant de voir si, quand on vous fait un compliment, il se passe des choses agréables chez vous ou pas. Ça peut vous donner des informations sur votre confiance en vous. Troisième aspect d'un ingénieur qui est pleinement conscient, c'est de reconnaître ce qu'il donne. Parfois, il y a des personnes qui donnent, mais qui ne voient pas qu'elles donnent énormément aux autres et qu'elles ne s'occupent pas d'elles. Vous devez en connaître certainement autour de vous. Eh bien, peut-être qu'en développant cette compétence, cette qualité d'être, cette personne pourra apprendre à s'apprécier. Comprendre pourquoi elle donne, sans reconnaître ce qu'elle donne. Sans reconnaître la valeur de ce qu'elle donne. C'est une personne qui a confiance en elle. Et un ingénieur a besoin de confiance en lui. Et je parle de moi aussi. Et enfin, c'est d'être bien avec soi-même. C'est-à-dire que si vous êtes seul, que vous soyez dans la forêt, que vous soyez au restaurant, que vous soyez au bureau, est-ce que c'est agréable d'être avec vous? Voilà les 4 critères qui parlent de la confiance en soi. Alors bien sûr, à partir de là, on fait un certain nombre de pratiques, d'exercices, qui font que on peut la développer, comme je disais tout à l'heure, on peut développer toutes nos compétences émotionnelles, tous. D'où qu'on parte. Deuxième exemple, confiance professionnelle. C'est une personne, consultant, qui est responsable d'une plateforme de production qui tombe en panne. Et elle disait, avant le séminaire, j'aurais pas pris cette initiative. Il y avait trop de pression sur moi. Pourtant, elle avait bien une compétence technique, métier. Donc, sans cette compétence-là, problème de délai vis-à-vis de l'environnement informatique, il aurait pu passer comme étant quelque chose de normal, évidemment, mais ça ne s'est pas passé. Elle a pris cette initiative technique, elle a fait gagner 10 jours hommes à son client. Ça a été mesuré, approximativement. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce qu'on ne fait pas souvent le lien entre nos compétences émotionnelles et ce qu'on apporte comme valeur ajoutée au travail. Après, je vais vous raconter une petite histoire qui est sympathique, qui a généré des demandes d'augmentation à leur employeur, qui n'était pas évidente après à gérer. Troisième compétence qu'un ingénieur se doit de développer, parce que c'est important pour son développement, pour sa carrière, c'est de s'affirmer. Alors, conscience de soi, estime de soi, affirmation. Les trois sont liés. Les trois
Les trois sont liés. La conscience de soi, ça se passe à l'intérieur de soi. L'estime de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi, la valeur qu'on s'accorde. Subjective, toujours, complètement subjective. Et là, on parle d'affirmation de soi, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va exprimer cette estime, on va exprimer cette conscience à partir de mots. 4 éléments qui me paraissent importants, que j'ai retenus. Il dit ce qu'il est, il assume ce qu'il dit. Croyez-moi, c'est pas évident. Un manager qui arrive à faire ça, c'est un manager qui s'affirme. Deuxième aspect, il n'est pas exigeant et ne fait pas pression. Alors ça, souvent, c'est sujet à discussion. Pourquoi? Parce qu'un manager se croit obligé de faire pression sur ses équipes. On dit, mais c'est impossible de ne pas faire pression. On est obligé, on a des contraintes. Et hier soir, j'étais à Lyon de Paris, il y a un dirigeant qui participait à l'atelier. On a fait un petit atelier avec un exercice. Et il a témoigné exactement avec ces mots ce que je disais. Il avait 15 ans de direction d'entreprise, il avait une PME, et il disait, mais si j'en arrive à exiger quelque chose de mes salariés, c'est que je ne les considère pas. C'est que je considère qu'ils ne sont pas suffisamment adultes pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et il a dit, c'est après 20 ans d'expérience professionnelle que je sais ça. Ce que Gilles a dit, moi je l'ai vécu, et c'est à travers ces 20 ans qu'il en est arrivé à ce résultat-là. Troisième aspect, et pas des moindres, un ingénieur qui s'affirme pleinement, c'est un ingénieur qui écoute et qui s'enrichit de son interlocuteur, de ses interlocuteurs. De quoi je parle? Vous voyez, comme moi, à la télévision, des débats, tous les jours. Qu'est-ce qui se passe dans ces débats? Dans ces débats, il y a des personnes qui défendent leur point de vue. Vous avez un point de vue, l'autre a un autre point de vue, et on vient sur le ring, et on se bagarre. Moi j'ai raison, toi tu as tort, j'ai raison, toi tu as tort, la gauche, la droite, etc., etc. Et il y a une autre option. Vous méconnez souvent, c'est l'option d'écouter vraiment l'autre. Dans l'affirmation de soi, on parle souvent de prise de parole en public, on parle souvent de s'imposer. Eh ben non, je suis désolé, mais c'est pas ça que je vais vous dire aujourd'hui. Mon expérience m'a montré que l'affirmation véritable, c'est pas taper du poing sur la table. L'affirmation véritable, c'est se poser. C'est se poser, dire votre point de vue, qui lui-même dépend de votre cadre de référence, culturel, social, familial, etc., mais qui n'est pas la vérité. C'est votre point de vue. La vérité est bien plus complexe. Et puis en face de vous, vous avez une personne qui a une autre histoire. Donc, forcément, elle va vous donner un autre point de vue. C'est normal. Est-ce qu'il y en a une qui a tort et qui a raison? Pas forcément. C'est curieux parce que moi-même je cherchais des méthodes qui marchaient systématiquement. Ben non. J'ai compris qu'il n'y a pas une méthode qui marche systématiquement. On peut progresser avec des méthodes qui sont parfois inverses, opposées. Parce que je suis plutôt quelqu'un qui va défendre un management humaniste, on va dire, mais en même temps, si je suis honnête, si je suis franc avec vous, je vois aussi des entreprises qui fonctionnent, qui gagnent de l'argent. Alors, on parle d'économie, hein, bien sûr. Ils fonctionnent très bien avec un pouvoir qui est dur. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Mais, ce que je peux dire, c'est que ça ne tient pas longtemps. La pression, ça marche un moment,
puis après ça explose. Regardez ce qui se passe en Tunisie, jamais on n'aurait imaginé. En Égypte, c'est des exemples que tout le monde connaît. Pourquoi? Un jour, paf, soulèvement. Mais c'est trop tard quand ça arrive. Et bien dans l'entreprise, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de manifestation, mais c'est à peu près la même chose. Tu es d'accord avec moi, Frédéric? Dans l'entreprise, c'est pareil. On le voit moins. Ça aurait été trop simple si on savait tout de suite les conséquences de ces actes. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est qu'il y a une autre manière de manager, il y a une autre manière d'accompagner les autres. Cette manière est possible, mais en plus, elle marche. Et elle s'apprend comme n'importe quelle méthode. Et enfin, cet ingénieur qui s'affirme, il sait affirmer aussi ses émotions. Affirmer ses émotions, ça veut dire quoi? Il y a les deux extrêmes. D'un côté, ne rien exprimer. C'est pas très bon pour soi. Parce que si au travail, vous n'exprimez jamais ce que vous ressentez, au bout de quelques années, vous avez un poids sur les épaules. C'est des bombes à retardement. Ça, je ne vous conseille pas. D'un autre côté, vous avez les gens qui expriment constamment leurs émotions. C'est pas mauvais pour elles parce que finalement elles expriment, hein, ça sort, ça soulage. Des fois pas, ça dépend. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut ne pas soulager si c'est pas la vraie émotion. Mais c'est pas non plus ça l'intelligence émotionnelle, c'est pas ça s'affirmer vraiment. S'affirmer, c'est trouver ce juste milieu. Et d'ailleurs, toute votre intelligence émotionnelle, c'est une question de centre. C'est de trouver cet équilibre entre deux extrêmes. Mais pour choisir d'exprimer ou pas vos émotions, encore faut-il être conscient. Vous êtes d'accord? On ne peut pas exprimer une émotion si on n'est pas conscient. On va l'éjecter, l'exprimer, la faire sortir inconsciemment quand il y a trop. Et là, du coup, ça explose. C'est pas bon. Quand je dis exprimer son émotion, c'est la poser. Même de la colère. La colère, on peut la poser. La colère et la rage, c'est pas pareil. C'est aussi ce qu'on apprend quand on fait les séminaires, c'est de faire la différence entre la colère et la rage. Souvent, on confond les deux. On se dit, oui, mais dans l'entreprise, c'est pas possible d'exprimer sa colère. C'est pas possible d'exprimer sa rage. Oui. Taper du poing, rougir, gueuler, hurler, voire juger les autres, insulter les autres. Non, ça, c'est pas possible. Mais si la personne en arrive là, c'est parce que justement, elle ne s'est pas autorisée à exprimer ses émotions. Paradoxalement. Vous voyez, on a une logique qui est différente. Deux formes d'intelligence, deux logiques. Alors, un troisième exemple. Lors d'un premier entretien avec un client, c'est un chef de projet. Il y a un entretien avec un premier entretien avec une nouvelle entreprise qui lui propose une mission technique. Ce consultant, encore une fois, avait deux options. L'option sans intelligence émotionnelle, là, sans affirmation, et l'option avec son affirmation. À même compétence technique, je précise chaque fois parce que c'est important, à même compétence technique, cette personne aurait pu prendre les deux options. Les deux options. C'est pas parce que vous avez des compétences métiers que vous allez les utiliser. Combien de consultants
et de managers qui sont bourrés de compétences de qualité et qui ne les utilisent pas. Et bien, la différence, elle est là. Dans la première option, s'il utilise sa capacité d'affirmation, il propose, et là c'est ce qu'il a fait, il propose de transformer cette mission technique en mission d'organisation. Parce qu'il a compris qu'en prenant cette mission technique, il allait droit au mur. C'était un problème. Il y avait des options organisationnelles qui n'étaient pas prises en compte. S'il n'avait pas affirmé son point de vue, affirmé sa compétence, perte financière plus de 700 000 €. C'est son estimation à lui. Vous allez me dire, peu importe le montant, qu'on soit à 200 000 ou 1 million d'euros, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir la valeur de vos compétences émotionnelles. S'il y a une chose qui est importante, en partant d'ici, ce que j'aimerais, c'est que chacun prenne conscience de l'importance de ses compétences émotionnelles. En prenant conscience de vos compétences, vous allez les utiliser davantage. Vous allez vous en servir. Et c'est la première étape. C'est déprogrammer ce qu'on nous a appris depuis après notre plus tendre enfance, puisque dans notre enfance, on n'avait pas ces préjugés-là. Évidemment, un enfant, si vous regardez un enfant dans un parc, en vacances, il exprime. Il libère ses émotions, il ne peut pas les garder. Il commence à apprendre à retenir ses émotions à l'école. Il dit, ah, c'est pas bien pour un garçon de pleurer. On va dire, c'est pas bien pour une petite fille comme toi de crier, etc., etc. Donc du coup, on est programmé. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais là, il y a quelque chose à faire. Donc, concrètement, voilà ce que ça amène en termes d'expérience avec une vraie personne, dans une vraie entreprise, en termes de résultats. Alors, vous avez reconnu Albert Einstein, évidemment. Lisez ce qu'il a exprimé il y a à peu près 100 ans. À 10 ans près, je n'ai pas de date. Il a dit, le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel, un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Pas mal, non? À 100 ans. L'intuition. Comment j'accède à mon intuition? J'y accède quand je suis dans un état de relaxation, de détente, sous la douche, quand je me promène dans la forêt, quand je suis relax. Et une manière d'être détendu, c'est d'observer ses émotions et de répondre à ses propres émotions. Et le passage obligé pour la créativité, pour l'inventivité, c'est de se détendre, c'est d'être vraiment relax, de ne pas être dans le jugement. Vous le savez, Osborne, tous ceux qui ont étudié les processus créatifs, on ne peut pas être créatif si on est tendu, si on porte des jugements, un sacré jugement. Mais je répète encore une fois, ne retenez pas vos jugements, juste observez-les. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à former les managers, les dirigeants, je reconnais que j'avais plutôt tendance à dire « faut pas juger ». Pas juger. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était pas terrible. C'était même encore plus compliqué. Parce qu'il s'interdisait de juger, et donc il se jugeait quand il jugeait. Là, on est dans la réflexivité. Je porte un jugement sur une personne. Et après, je me dis, merde, j'aurais pas dû porter ce jugement. C'est pas sympa pour cette personne. Du coup, je m'en veux. Mais qu'est-ce que je fais? Je me juge d'avoir jugé. Je vous évite des années de
questionnement là-dessus. Voilà. Il ne s'agit pas de réfréner au jugement, il s'agit simplement d'en prendre conscience. Avec douceur. Parce que quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, c'est quelqu'un qui est doux avec lui-même. Il est empathique, d'abord avec elle-même. Et Albert Einstein avait compris. Alors, là, on a abordé les compétences intrapersonnelles. J'ai envie de vous dire quelques mots sur les compétences sociales, qui sont l'autre facette. L'autre facette, alors vous imaginez bien qu'une personne qui n'a pas développé ses compétences intrapersonnelles, comme la confiance en soi, comme l'estime personnelle, ah oui, on aura du mal dans le social, dans les relations avec les autres. Mais on aborde séparément, pour des raisons pédagogiques, les compétences intra et les compétences interpersonnelles. Un exemple d'une personne qui avait une posture qui avait une vision de la vie qui était très pessimiste. Cette personne, encore une fois, elle avait deux options. Et elle est en cours de processus. Elle n'est pas encore sortie de ce pessimisme. Elle avait le choix, soit de trouver une fonction stable, une activité, un travail stable, qui correspond à ses véritables compétences. Elle voulait faire un master business administration pour élargir son champ d'intervention et faire d'autres choses. Soit cette consultante brillante, je me dis, vraiment très brillante, surprenante et intelligente, qui m'épate, qui m'a épaté. Soit rester sur la défensive et tout voir en noir, négativement. Et là, si elle reste dans cette posture, elle reste enfermée, malgré elle, évidemment, elle passe d'une mission à l'autre, d'une activité à l'autre, d'une entreprise à l'autre, chaque fois, sans jamais trouver cette stabilité. Et ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est que d'une mission à l'autre, c'est chaque fois un peu plus compliqué. Et un peu plus déprimant. Donc ce qui est important là, c'est de transformer, d'inverser ce cercle vicieux en cercle vertueux. Comment ? En écoutant, en observant, en confrontant. Et je vous dis, cette personne est dans cette problématique aujourd'hui. Il n'y a pas de solution qui a émergé de ce travail, c'est en cours. Quelle différence ? D'un côté, il y a un risque de dépression et de ne plus trouver de travail, parce que déprimer, c'est pas facile. On a des capacités qui sont réduites. Et ce, malgré son intelligence, malgré sa culture. Ils sont surprenants. Vraiment. Donc voilà comment une personne qui, techniquement, est exceptionnelle, ouais, je peux dire exceptionnelle, mais qui est parasitée, freinée, enfermée dans cette posture pessimiste par rapport à la vie. Dans ses relations, cette personne est aimable, gentille, mais elle ne peut pas s'empêcher de voir toujours le danger. Et donc, voilà, il y avait un travail de prise de conscience à amorcer et à développer avec son intelligence émotionnelle. Il y a des zones comme ça,
ne sait pas trop ce qui se passe, pourquoi. Et donc on travaille, tout simplement. Et petit à petit, elle va passer d'un pessimisme à un optimisme. Et ça, c'est possible. Je le dis parce que vous posez certainement la question, est-ce que quelqu'un de pessimiste peut devenir optimiste? Oui, c'est possible. C'est pas simple, ça demande du travail sur soi, ça demande de l'entraînement, de la pratique, de la volonté, mais c'est possible. Alors, quelles sont les questions qui sont abordées Frédéric, tu me dis si c'est ok, hein, on a du temps. Quelles sont les questions qui sont abordées en termes sociaux? 1. Quand vous êtes dans la relation à l'autre, vous écoutez qui? Est-ce que vous écoutez la personne ou est-ce que vous écoutez quelque chose que vous connaissez? Une étiquette. Vous écoutez quoi chez la personne? Tous ceux qui ont fait de la communication savent que le verbal ne représente qu'une petite partie de la communication. On le sait. Mais est-ce qu'on utilise la grande partie, les 70% ou 80% de la communication? Est-ce qu'on apprend à l'utiliser? Et ce que je disais au début, c'est regarder l'autre. Mais vraiment regarder. Pas avec sa tête, mais avec ses sens. Et ensuite, c'est j'écoute l'autre avec quoi? De quels instruments je me sers pour écouter l'autre? Souvent, on écoute avec sa tête. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste aussi? Toutes ces questions. Là, moi, j'étais beaucoup là-dedans. Et en fait, on peut écouter autrement. On peut écouter, alors j'allais dire avec son cœur. Oui, on peut écouter avec son cœur, mais techniquement parlant, on peut écouter avec son corps. Vous pouvez vous servir de votre corps, de vos sensations, ce qu'on appelle l'empathie, pour écouter l'autre. C'est possible. Vous êtes avec la personne, elle parle, et puis vous dites, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Essayez ce soir, avec votre compagnon ou avec vos enfants. Restez en contact avec ce que vous ressentez en écoutant l'autre. Et puis, essayez d'identifier la différence de qualité relationnelle. Essayez d'identifier la différence dans ce que vous allez répondre à l'autre. Si vous êtes dans le mental ou si vous êtes dans l'émotionnel, dans le ressenti. Essayez. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ne le prenez pas pour argent comptant. Testez-le, vérifiez-le vous-même. C'est la meilleure façon de progresser. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit. Essayez. La question aussi qu'on se pose dans nos relations sociales, nos compétences sociales, c'est comment j'entre en relation avec l'autre. Question qui peut paraître basique, hein. On parle tellement de relations aujourd'hui que on ne sait plus ce que c'est qu'une relation, qu'est-ce que ça veut dire. Mais si je regarde vraiment, comment j'entre en relation avec l'autre? J'ai une consultante qui, lors d'un séminaire, nous dit « En fait, j'ai jamais été vers l'autre. J'ai jamais été vers l'autre. Pourtant, il y a des personnes que j'avais envie de connaître, au travail, par exemple, mais j'osais pas y aller. J'attendais qu'elles viennent vers moi. » Intéressant. Ou alors, une autre personne, un homme, il disait, si je ne vais pas moi vers l'autre, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien. J'aime pas quand la personne vient vers moi comme ça. J'ai besoin de contrôler les choses. On a les deux. C'est pas forcément un homme ou une femme, ça peut arriver dans les deux sexes.
Mais cette personne, dans la relation, elle s'intéresse à comment elle entre en relation avec les autres. Encore un aspect, suis-je en relation, j'en ai parlé déjà, je le redis parce que ça se rejoue beaucoup dans la relation avec les autres, suis-je en relation avec l'image de l'autre? Oui, je suis déçu parce que je te connaissais comme ça et tu es devenu comme ça, ou je pensais que tu aurais réagi de cette façon-là, etc., etc. Vous avez une image de l'autre, vous l'enfermez, ou vous êtes enfermé par l'autre, parce qu'il vous voit d'une certaine façon. Et du coup, si vous changez, et vous êtes un peu plus vous-même, un peu plus libre ou différent, ben, c'est une source de difficulté. Mais on vit tous des expériences, et en vivant ces expériences, ben, on se transforme forcément. On ne peut pas être le même. La vie, c'est le changement, c'est l'évolution. Le monde change, on change. Mais mettre une étiquette, attendre que l'autre soit le même, c'est une façon de l'enfermer. Voilà, je dirais, les bénéfices qu'on peut tirer à partir de ces questions. Alors, je vais conclure, et ensuite je vous donne la parole si vous avez des questions. J'aurais pu le mettre en introduction. C'est la Terre est-elle plate? Dans les années 1500, on se posait vraiment la question. Bah oui, 1500, pas 1780. 1500, c'était bien avant en fait, je me suis renseigné. Aujourd'hui, en 2011, on se pose la question, en tout cas, nous ici, on se pose la question, l'intelligence est-elle cognitive? Y a-t-il une place pour l'intelligence émotionnelle? Une petite histoire, peut-être que ceux qui connaissent l'histoire se retrouveront. Vous savez comment on a créé le quotient intellectuel? Eh bien, c'était simplement l'armée qui a demandé à un psychologue qui s'appelle Binet. Il a dit voilà, on voudrait sélectionner rapidement des gens pour s'engager et on a besoin de faire des tests. Et donc, M. Binet a très rapidement travaillé sur le sujet, arrache-pied, parce que ça s'est passé assez vite, je crois, et a sorti un test avec des questions pour identifier le quotient intellectuel des personnes qui voulaient faire l'armée, qui voulaient se proposer. Et du coup, le quotient intellectuel est né. Mais ça s'est fait avec un psychologue pendant un moment très restreint. Il n'y a pas de valeur de vérité absolue dans ce quotient intellectuel. On le sait maintenant. Puisqu'on sait que ça dépend des cultures, on sait que ça... il y a donc beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il n'y avait pas de place pour l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on l'expérimente et on s'est rendu compte que le business fonctionnait bien avec l'intelligence émotionnelle, que les managers qui avaient une intelligence émotionnelle développée étaient plus efficaces. Donc ils se sont intéressés à ça. Les Américains sont très pragmatiques. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de poser cette question avec vous. Pourquoi le monde serait-il ce que nous avons appris? Puisqu'il n'était pas vrai en 1500, quand les hommes étaient convaincus que la Terre était plate. Prenons du recul. Imaginons ce que sera le monde dans 20 ans, dans 30, dans 40, dans 50 ans, parce qu'on va de plus en plus vite. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, va être comme la Terre est plate. Dépassé. Parce que c'est comme ça que ça marche. On évolue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on évolue comme ça constamment,
sur tout ce qu'on croit être vrai, y compris les théories mathématiques. La théorie de la relativité générale, par exemple. Tout évolue. C'est pour ça qu'on dit tout est relatif. Bon, on ne va pas jouer sur les mots, on verra après, parce qu'il y a des réactions possibles aussi par rapport à ça. Donc, j'ai envie de terminer sur une phrase. Et la réalité n'est-elle pas au-delà du jugement que nous en avons? Autrement dit, permettez-vous, si ce n'est déjà fait, de vous autoriser à sortir de vos croyances. Alors, ce n'est pas très sécurisant, je le reconnais. Mais ça vous donne beaucoup de liberté. Ça vous donne beaucoup de créativité. De capacité d'adaptation. Et ce dont on aura le plus besoin maintenant, c'est de notre capacité d'adaptation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le micro qui est là, on peut vous le donner. Moi, je pense que ceux qui ont été habitués ne changent pas. Dans le temps, ça reste comme ça, premièrement. Deuxièmement, 99% des individus chasser le naturel et se sur le longueur. Alors, monsieur dit, et pourquoi pas? Monsieur dit, l'homme ne change pas. C'est un postulat, c'est une manière de voir les choses. J'ai pas raison, j'ai pas tort. Il a ses références, il a des expériences qui lui confirment ce qu'il dit. Moi j'en ai d'autres qui me font confirmer autre chose. J'ai pas ni à défendre mon point de vue, ni à essayer de dire qu'il a tort. Chacun en a notre expérience. Voilà ce que j'ai envie de répondre. En même temps, c'est pour illustrer que c'est pas toujours tout blanc, tout noir. Voilà, chacun sa vérité, je la respecte. Merci. La vie moderne, finalement, on est en valide émotionnelle. Les médias manipulent ça. L'émotion, c'est ce qui génère aussi des solidarités. Je connais des gens, ces jours-ci d'ailleurs, qui discutaient, qui vont moi, je ne peux plus allumer mon poste de télévision, c'est plus possible, je ne supporte plus les nouvelles. Et c'est pas rare. Et donc, bon, et ces émotions, elles sont manipulées par les médias, par les politiques qui s'en servent. Je pense qu'on a fait des exemples peut-être tout de suite en tête. Hein. Et en fait, donc, je crains que, en fait, je me demande si l'entreprise ne restait pas un petit peu préservée du domaine émotionnel. Alors, pour moi, ça me semblerait plus normal de dire qu'on traite au sein de l'entreprise. On le fait depuis pas mal de temps. Enfin, du moins, celles qui sont organisées dans certains cadres de réalisation en qualité, on prend compte de facteurs humains. Parce que sinon, ça peut encore tourner à la manipulation. Alors, je vais essayer de répondre parce qu'il y a plusieurs questions dans votre liste de parole. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Quand j'entends l'entreprise est préservée des émotions, je dirais, d'une certaine façon, elle est préservée des émotions, celles qu'on craint, les émotions dites négatives. Pour moi, il n'existe pas d'émotions négatives, il y a simplement des émotions agréables et désagréables. Pourquoi? Si je prends
La tristesse, par exemple. On peut dire dans l'entreprise, on se protège de la tristesse. La personne ne pleure pas dans l'entreprise parce que ça ne se fait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte que si on réfrénait systématiquement sa tristesse, elle se transformait en état dépressif. Une émotion qui est fonctionnelle, puisqu'elle est naturelle, la tristesse. Si la personne pleure, après, elle va ressentir un soulagement. Elle va se sentir mieux, plus disponible. Du coup, elle peut reprendre son activité. Elle ne s'autorise pas à pleurer. L'émotion va être intériorisée. Elle va agir à l'intérieur. Si ça n'explose pas, ça implose. Un peu dans cette logique. Donc ça va agir sur le corps. Alors, elle est préservée de la tristesse, l'entreprise. Mais elle fabrique des gens qui vont avoir tendance à devenir dépressifs. Ils le font systématiquement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand même en France on a beaucoup de dépression. On peut se poser la question, est-ce qu'exprimer ces sentiments n'est pas une manière de prévenir ces difficultés? Et puis donc finalement, je vais revenir sur un aspect particulier des émotions, parce que je vous ai dit que pour moi il n'y a pas d'émotion négative et positive. Vraiment il n'y a pas d'émotion négative et positive. Pourquoi? Parce que si vous vivez complètement une émotion, que ce soit dite négative, la peur, la tristesse, la colère, si vous la vivez avant qu'elle se transforme en émotion asociale, en émotion difficile à tenir, comme la rage par exemple, alors votre fonctionnement pourra se dérouler normalement. Et du coup, vous serez adapté à votre environnement. Il n'y aura pas de réaction inadaptée ou incompréhensible. C'est pas pourquoi. Une personne lunatique, par exemple, dit mais elle est lunatique. Oui, mais pourquoi elle est lunatique? Je lui ai dit bonjour gentiment, elle m'a gueulé dessus, j'ai pas compris pourquoi. Parce que le matin, elle a vécu quelque chose, la veille, l'avant-veille, etc. Et du coup, comme elle ne s'autorise pas à exprimer ses émotions, elles sortent par un coup. Il faut bien trouver un moyen de soulager cette tension. Parce que l'émotion, c'est une tension, c'est une pression qui est exercée par le corps. Et pourquoi cette pression? C'est pas pour nous faire du mal, pas pour nous blesser, c'est pour nous informer, nous donner une information. On n'est pas triste pour rien, on n'est pas en colère pour rien, contrairement à ce qu'on peut dire. Et pareil pour les émotions agréables. Est-ce que vous vous autorisez à dire « je t'aime » à votre compagne, à votre compagnon, à votre enfant? Combien de fois vous le dites? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est pas facile? C'est pareil, c'est important d'exprimer son amour pour l'autre. C'est important d'exprimer sa joie. Toutes les émotions demandent à être exprimées. Pourquoi on parle d'émotion? Émotion, ex-motion, un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Étymologie. Pour rien. Sa fonction, c'est de vous dire des choses à partir du corps. Donc, oui, l'entreprise peut être préservée des émotions, mais en même temps, elle fabrique des gens qui sont déprimés, qui sont très en colère. Et ça génère donc une pression dans l'entreprise qui, au bout d'un moment, peut être autodestructeur. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et justement, pour rebondir sur cette question, est-ce que vous ne pensez pas que la gouvernance qui est mise en place de manière générale a tendance à isoler les gens, où on a justement mis en place des systèmes un petit peu d'autocontrôle, de flicage, et ce qui fait que cette compétition qu'on a créée entre les gens eux-mêmes leur interdit quelque part à exprimer ces émotions. Et donc, de fait, ça affaiblit l'intégralité du système. Et c'est peut-être la conséquence de ce qu'on vit actuellement. Et alors, ce que monsieur dit, c'est qu'avec le système de gouvernance dans lequel on est,
on a tendance à fliquer, à contrôler, à manipuler les gens. C'est vrai que le biais, si on pousse le contrôle de manière cognitive, puisque c'est fait de manière cognitive évidemment, très loin, on ne permet pas aux émotions de s'exprimer. On ne permet pas aux gens de se soulager des tensions qu'ils vivent dans l'entreprise. Plus il y a du contrôle, plus il y a de la pression. Et malheureusement, on est aujourd'hui confronté à une concurrence qui est féroce de par le monde, et la pression ne peut qu'augmenter. On demande toujours plus vite. Et c'est ceux qui vont avoir le plus d'intelligence émotionnelle, de flexibilité, qui pourront traverser et utiliser leurs émotions pour grandir, pour évoluer. Pas ceux qui vont la réfréner. Et dans les entreprises où on fait du contrôle systématique, malheureusement, mais on ne le voit pas tout de suite. C'est ça le problème. Comme je disais au début, ce serait trop simple. L'homme est complexe. Il a une capacité d'absorption extraordinaire. Mais elle est limitée. Au bout d'un moment, ça dysfonctionne quand même. Pour ceux qui ont fait de la psychologie ou psychopathologie, on parle de névrose. Mais la névrose, c'est un équilibre. C'est un pseudo-équilibre, c'est un équilibre imparfait, mais c'est quand même un équilibre. Donc, oui, on va trouver des solutions soi-même à ces difficultés, mais il n'y a rien de mieux que de comprendre les enjeux de nos tensions, de nos difficultés, de nos émotions. Alors, plutôt que de réagir contre vos émotions, je vous invite à rester neutre au moins. Juste à les observer, à voir ce que vous pouvez en faire. Comme un enfant qui s'exprime, parce que chacun de nous a comme un enfant qui exprime ses émotions. C'est l'enfant qui exprime les émotions. C'est écouter cet enfant qui s'exprime en vous et lui donner satisfaction et être empathique. Voilà ce que j'ai envie de répondre. Je voudrais savoir à qui sert l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'elle sert plus l'individu, l'ingénieur, le manager en tant que personne, ou est-ce qu'elle sert plus à la société, à l'entreprise qui l'emploie? Alors la question de monsieur, c'est est-ce que l'intelligence sert plus à l'individu dans l'entreprise, le manager, le consultant, etc., ou elle sert plus à l'entreprise? Alors, merci pour cette question parce que ça me permet de préciser quelque chose d'intéressant. On a tendance en Occident à avoir une approche cartésienne. D'accord? C'est blanc ou noir. Et par conséquent, on a tendance à dire si c'est valable pour l'individu, pour le salarié, développement personnel, c'est pas très bien vu dans l'entreprise. Hein? Pourquoi? Parce qu'on va se dire, si cette personne s'occupe d'elle, elle ne va pas s'occuper de l'entreprise. Ce qui est complètement faux, on l'a vu dans les exemples. Et pourtant, ce préjugé, il est là. C'est pour ça que les entreprises ont peur du développement personnel. Parce qu'elles ont le préjugé que si la personne se développe, alors ça va être au détriment de l'entreprise. Et on sait maintenant que c'est le contraire qui se passe. Alors, par rapport à ça, je reviens sur ces personnes qui se sont développées, qui ont pris conscience de leur valeur ajoutée et qui ont été voir leurs dirigeants en disant voilà, moi je voudrais une augmentation, parce que je vous ai quand même rapporté pas mal d'argent, donc c'est pas très agréable au premier abord pour le dirigeant de l'entreprise. Mais en même temps, si cette personne vous rapporte plus, est-ce que ce n'est pas mieux de l'augmenter? Est-ce qu'elle peut vous rapporter encore plus? Plutôt que de lui dire bah non, je ne peux pas t'augmenter parce qu'on a des ratios, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est la réaction basique, j'ai envie de dire. Mais en même temps, une personne qui vraiment vous rapporte beaucoup plus par ses compétences émotionnelles mérite gagner plus d'argent. Donc payez-la plus. Oui, bien sûr.
Comme ça, vous aurez plein de salariés, plein de managers, plein de dirigeants qui auront développé ces compétences. Et du coup, vous serez l'entreprise qui va se développer plus vite que les autres. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que mon expérience me montre à travers les exemples qu'on a partagés. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, on peut avoir une approche cartésienne et opposer les deux. Donc, merci pour la question. Et on peut aussi avoir une approche que j'appelle systémique, complexe, qui intègre. C'est plus l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer sur les questions ou on a fini? Frédéric. Oui, monsieur. On peut continuer? J'aurais une question. Que vaut le QE au regard du développement durable? Je me place uniquement dans le champ du développement durable. Nous sommes développement durable, vraiment à 100%. Dans le triangle relationnel, chacun apporte à l'autre ses compétences, nous n'avons rien d'autre, nous sommes fusionnels. Que vaut le quotient émotionnel de ce problème? Vous pouvez, j'ai pas bien compris la question. Juste en une phrase, pour résumer. Pour résumer, en termes de développement durable, chacun a sa place, chacun est comme il est, chacun apporte l'autre, ses compétences, son niveau de compétence, son niveau, je dirais, d'aptitude, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de valeur, chacun est comme il est. Je ne prends pas plus que l'autre, l'autre ne me prend pas plus, c'est équitable à 100%. Mettons-nous vraiment dans un référentiel pur. Dans ce cas-là, le QE vaut quoi? Je ne suis pas très concentré, excusez-moi, mais je vais répondre. Je pars sur quelque chose et puis vous me direz si ça répond à la question. Quand on est dans du développement durable, pour moi, on prévoit ce qui va arriver plus tard. Donc on est dans l'anticipation. Si on est dans l'anticipation, on ne peut pas logiquement ne pas être dans cette posture d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette posture où chacun, par son identité, va apporter quelque chose à l'autre. Ne sera pas un concurrent, mais sera un partenaire. Alors c'est marrant parce que dans mon activité professionnelle, des fois on dit oui, mais les entreprises qui font de l'intelligence émotionnelle, ça va devenir vos concurrents. Pas du tout, au contraire. Vous savez, c'est comme dans les commerces, dans les rues, il y a un gars qui vend de l'électronique, et puis il y en a plein autour, et il s'aperçoit qu'il vend encore plus que quand il était tout seul. Ben, c'est un peu la même chose. Quand on est dans cette logique complexe, développement durable et développement des compétences émotionnelles vont ensemble. Voilà ce que j'ai envie de répondre. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais c'est ce qui me vient. Alors, juste, vous avez beaucoup parlé de l'intelligence émotionnelle au sein de l'entreprise, donc la relation avec les différents collaborateurs. Est-ce que dans l'expérience que vous avez eue par rapport à la mise en œuvre de cette intelligence émotionnelle, vous avez déjà pu la voir plus de l'entreprise en relation, par exemple, avec ses clients, où là la relation est encore plus codifiée, elle est encore plus basée sur des jeux politiques, sur de la manipulation, et encore plus difficile à mettre en œuvre. Excellente question, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la relation commerciale. Est-ce que l'intelligence émotionnelle contribue, participe au développement commercial de l'entreprise? Puisqu'il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de pression dans la négociation, on retient l'information, plus j'ai de l'information, plus je peux manipuler l'autre. Donc on est dans un jeu quand même pervers. On est dans un jeu qui ne génère pas de gagnant. Or, a priori, il n'y a aucune raison, si vous avez utilisé votre intelligence émotionnelle dans la négociation, dans l'échange, pour que vous soyez deux à être gagnants. Parce qu'on peut trouver ce juste équilibre pour que tout le monde s'y retrouve. Quand j'ai fait l'IA de Paris, j'ai pris une option commerciale. Et
nous apprenait ce qui se faisait dans les entreprises, les sous-tables, les ceci, cela. Et je me suis dit, mais alors, si je ne joue pas le jeu, malheureusement, je ne vais pas pouvoir signer des contrats avec certaines entreprises qui sont plus dans les arrangements un peu comme ça a été cité. Ça existe, pas qu'en Afrique. Et il y a une personne qui a témoigné. C'était un commercial. Il travaillait avec Carrefour. Pendant une période difficile, une période de crise, Carrefour a viré pas mal de gens. Et elle a dit, je suis un de ceux qui est resté en tant que fournisseur de Carrefour. Pourquoi? Cette personne est restée parce qu'elle a toujours eu le souci de faire attention à ce que ce gros mammouth, c'est pas un mammouth mais c'est pareil, ce gros mammouth puisse aussi être gagnant et ne voyez pas seulement son intérêt. Je dis pas seulement encore, hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Pas facile à trouver des fois, hein, j'en conviens. Mais si vous êtes dans cette approche, dans cette recherche, où l'autre est gagnant aussi, c'est tellement facile des fois, quand vous avez plus d'informations que l'autre, de tricher, mais dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, ce sera l'inverse. Donc, avoir une posture émotionnellement intelligente, c'est-à-dire une posture où vous voyez l'autre, vous mettez à la place de l'autre, pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir des négociations entre les entreprises, des relations commerciales. J'ai fait un café, le café de l'IAE de Paris, où j'invite des dirigeants d'entreprise. Et ce sujet a été évoqué, puisque le principe du café, vous savez, c'est démocratique. Chacun propose un sujet, puis ensuite on vote, et c'est le sujet qui est le plus voté qui va être pris. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de dirigeants. Ils disaient, en gros, que quand on est dans le court terme, effectivement, on peut perdre les contrats. Ça peut paraître un désavantage. Mais ces personnes qui sont dans cette vision, dans cette posture, à terme, on gagne. Parce qu'on sait qu'on peut vous faire confiance. Et donc, forcément, on ne vous fera pas ce que vous n'avez pas fait. Si vous trichez avec l'autre, il va tricher. Ou partir. Vous jouez franc jeu avec lui, il va jouer franc jeu. Ça, c'est pour moi un principe important de l'intelligence émotionnelle. Qui peut se vérifier ou pas? Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Mais globalement, je crois vraiment que vous y retrouvez. C'est qu'aujourd'hui, finalement, si je vous ai bien, l'intelligence artificielle serait la manière de partager et d'apporter un élément de compétence qui manque à l'autre, pour être en accord total et en symbiose quelque part. Alors que le constat quotidien, c'est plutôt toujours plus, j'en veux toujours plus. Alors que j'en veux plus, je suis le salarié, je veux plus de salaire, je travaille, j'en veux plus, plus. C'est plus pour tout le monde. Mais finalement, l'émotion, c'est finalement de revenir à chacun sa juste part et de partager. Et je pense, en fait, actuellement, le problème, c'est que le schéma peut fonctionner quand on parle d'échange de liens. Vous savez maçonner, vous avez fait la maison, je suis maçon, enfin, j'ai besoin de maison, je vous demande, etc. On peut avoir raison dans ce sens. Aujourd'hui, quand on regarde finalement le métier premier de la plupart des entreprises, c'est faire de la finance. Est-ce qu'on peut encore faire de la finance avec de la conscience? Est-ce qu'on peut faire de la finance avec un quotient émotionnel? Avec de l'inconscience. De la conscience. Alors, oui, est-ce qu'on peut faire de la finance avec de la confiance? C'est la conscience de la finance avec la conscience.
j'ai envie de... Vraiment, hein, peut-être que je suis idéaliste, hein, mais je confirme que oui, on peut faire de la finance, mais attention, la finance est finance. On a souvent un préjugé par rapport à l'argent. Souvent, les Français ne sont pas avantagés, entre autres par rapport aux Américains, ils ne savent pas gagner de l'argent. On reproche souvent aux commerciaux de ne pas savoir gagner de l'argent. Parce qu'il y a une culpabilité à gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent, c'est ni bien ni mal. Ce qui pose problème, c'est comment vous allez utiliser l'argent que vous avez gagné. Comment vous allez utiliser le pouvoir que vous avez. Est-ce que vous allez l'utiliser contre les gens ou avec les gens, pour les gens? Pour moi, elle est là la question. On peut gagner beaucoup d'argent, mais ça dépend de ce qu'on va en faire, comment on va l'utiliser. Comment? Dans ce cas, le toujours plus n'est pas nécessaire. Non. Et d'ailleurs, une personne qui s'épanouit, qui se réalise, a moins besoin d'être constamment de manière compulsive, à vouloir gagner plus d'argent, à avoir plus de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'elle traverse pas des périodes difficiles, comme tout le monde, mais elle va le faire de manière résiliente, c'est-à-dire elle va apprendre de ses difficultés. Et c'est ça le plus important, parce que personne ne gagne tout le temps, personne. Et là, nos compétences émotionnelles sont nécessaires. C'est dans ces moments difficiles. C'est en traversant ces moments difficiles avec intelligence émotionnelle, en restant conscient de ce qui se joue, de ce qui se passe, du sens de cette expérience, qu'on arrive à en tirer quelque chose de positif. Voilà. Ok. Merci. Le temps passe, bien évidemment, donc on va couper court aux questions. Je vous invite, bien évidemment, à lire le livre de Gilles. C'est le moment, je pense, de prendre le temps de la réflexion, comme Gilles a très bien pu l'exprimer. Personnellement, je l'ai lu entièrement, et je trouve que ça n'est que du bon sens. En toute humilité, bien entendu, j'espère que cette conférence vous aura permis de réfléchir bien entendu à nos émotions. Et nous allons rester dans ces émotions parce que je vous invite tout de suite à passer à la remise des diplômes. Ce bouquin, une fois la remise des diplômes terminée, est en vente et mon ami Pierre se fera un plaisir, bien entendu, de vous le vendre et Gilles se fera un plaisir de vous le dédicacer. Allons de ce pas à la remise des diplômes pour féliciter nos 27 ingénieurs en informatique au CNAM de Lille. Et sur le sujet, eh bien, je vais inviter à nous rejoindre deux personnes. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Gérard Westerbeck, qui est le président de la CNAM, ainsi que Xavier Bécus, qui est à la fois le directeur du centre de Lille et le directeur régional. Merci. Alors, bonsoir à tous. J'ai été surpris que vous êtes nombreux ce soir. Alors, comme je suis optimiste pour aller dans votre direction, je pense qu'il y en a la moitié qui sont venus pour les diplômes et la moitié qui sont venus pour la conférence. Ce qui est un grand succès pour nous parce que d'habitude, il y a moins de monde pour la remise des diplômes. Bon, le CNAM en deux mots. Tout le monde sait évidemment que c'est l'abbé Grégoire qui a créé le CNAM en 1792 et qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Alors, le CNAM de Lille, en 4 chiffres, le CNAM de Lille, c'est 2500 élèves et 300 profs. Et le CNAM de Paris, le CNAM national, c'est 65 000 élèves. Et là, je ne sais pas combien de profs. Lille, je sais, mais la France, je sais. Donc, avant de féliciter les élèves qui ont eu leur diplôme du CNAM, et pour ne pas dépareiller à la soirée,
Je vous confirme que je suis ingénieur CNAM, que pendant 25 ans j'ai été intervenant au CNAM et que les choses faisant, je suis devenu président du CNAM Nord-Pas-de-Calais. Donc, mes premières félicitations n'iront pas aux élèves, vous m'excuserez, mais à leurs conjoints. Parce que, jeunes gens, tout jeune encore, hein, jeunes gens, si vous avez réussi votre diplôme d'ingénieur au CNAM, c'est grâce à l'organisation que je préside, certainement. C'est grâce aux profs de grande qualité que vous avez. Mais je peux vous dire que sans vos conjoints, vous n'auriez pas réussi. Et je demande à tous là, puisque vous avez l'applaudissement facile, de féliciter les conjoints dès les années. Voilà. Et la dernière chose, hein, parce que je pense qu'on n'est pas en avance, je vais finir là-dessus. Je voudrais simplement vous dire que votre diplôme du CNAM, c'est un sacré diplôme. Et c'est pas un diplôme dévalorisé. Moi, ingénieur du CNAM, j'ai fini patron d'un grand groupe international et j'avais sous mes ordres des polytechniciens, des centraliens, et honneur à cette maison, des Gazards. Parce que le CNAM, c'est un grand diplôme. Et ce que vous avez fait, ben vous avez montré, vous savez, dans la vie, moi je résume les gens en deux parties. Il y a ceux qui se battent et qui gagnent, et il y a ceux qui s'assoient sur le cul et qui pleurent parce que le monde est injuste. En faisant le CNAM, vous avez prouvé que vous étiez de la première partie. Sans ça, je vous félicite et je suis sûr de votre réussite professionnelle. Merci beaucoup. C'est pas l'émotion, ça? Quelle carrière j'aurais pu faire si j'avais connu le cul avant? Rien n'est perdu. Alors, on va essayer, au travers de quelques transparents, bien entendu, de vous présenter les ingénieurs qui font partie de cette promotion 2010. Il existe bien entendu plusieurs spécialités. Alors, bien entendu, en tant que responsable de la filière informatique, bien évidemment, je vais privilégier ces ingénieurs, mais je tiens quand même à en donner la priorité. Et le premier que j'aimerais appeler, pour le coup, c'est celui de la filière électrotechnique, c'est Cédric Prienne. Mon frère. Cédric, un grand bravo. Mais je te présente Pierre, qui est un ancien électrotechnicien aussi. Oh, Gérard. Nous sommes encore un informaticien. Électrotech. Voilà. Ça mène Alors, au nom du CNAM et du CNAM, nous tenons à vous donner l'ouvrage, bien entendu, de Gilles Corcos. L'annuaire de l'UNICNAM, je vous rappelle que l'ensemble des ingénieurs sont dans un annuaire qui est publié tous les 2 ans. Compris, Gilles? Nous allons maintenant attaquer la filière sciences et techniques du vivant avec, dans l'option génie biologique, Patrick Debert. Patrick, bravo. Alors les diplômés, je vous invite plutôt à vous mettre de ce côté-là. Cédric, Gilles, je vous invite plutôt à vous mettre de ce côté-là pour la photo de groupe. Dans l'option agro-industrie, nous pouvons citer Franck Carrette.
Nous pouvons appeler aussi Bernard Collier. Nous pouvons appeler aussi Jean-Baptiste Codon. Nous allons maintenant attaquer la filière psychologie. Alors, dans cette filière, nous pouvons citer Fabienne Robinet. Annick, bravo. C'était quand même du bien de voir des femmes de temps en temps. Nous pouvons appeler Catherine Dos Santos. Et Benoît Danquin. Voilà, nous allons attaquer maintenant la filière informatique. Et je vais essayer de positionner dans l'ordre, tout simplement. Donc, monsieur Christophe Stevenard. Monsieur Stevenard a fait son sujet de mémoire chez Cofidis et il a mis en œuvre une superbe solution de quality monitoring. Il a fait un excellent travail sur ce. Bravo. On va appeler Cécilia Lucas. Cécilia Lucas qui, au travers du groupe Vauban Humanis, a mis en place le fameux référentiel ITIL. Et c'était aussi un excellent travail. Nous appellerons maintenant François Potentier. François Potentier, chez Hydra Vision, a mis en œuvre une méthode agile dans le cadre du développement des jeux vidéo. Nous avons ensuite Christophe Hendricks. Alors, M. Hendricks a fait son projet chez Atos, et notamment sur une belle architecture de base de données. Nous appelons aussi Laurence Basset. Laurence Basset a fait un travail extraordinaire chez ArcelorMittal sur la refonte de l'ensemble de la spécification des produits. Nous appellerons ensuite notre reine. Reine, qui au centre hospitalier d'Arras a mis en œuvre un projet de qualité et de sécurisation. Nous appellerons ensuite Nicolas Caudron. Nicolas Caudron, qui au sein du groupe Atos a mis en œuvre un portail web au centre du système d'information. Nous appellerons maintenant Mathieu François. Extraordinaire chez Référence Directe, avec notamment l'implémentation de l'open source, et a créé une petite entité qui
Nous appellerons ensuite Gilles Hercotte. Gilles Hercotte, chez Capgemini, a fait un travail très intéressant sur le plan d'offshore et nous a montré qu'il pouvait y avoir aussi de l'agilité dans ce domaine. J'appellerai maintenant Eric Janowski. Eric Janowski, qui au sein de la DSIO d'Auchan, en fait, a mis en place aussi un plan opérationnel concernant le référentiel. Un grand bravo. Nous appellerons ensuite Rami Wedat. Wedat qui, chez Cofidis, a mis en place un moteur de radio. C'était une belle aventure aussi. Nous appellerons maintenant Bruno Legrand. Bruno Legrand a mis en place une optimisation et une consolidation de l'infrastructure Linux sur Axe chez Clipkey. Et pour la petite histoire, il est tellement bon administrateur que maintenant il donne un cours d'administration de base de données Oracle. Encore un gros bravo. Dominique Graveline. Alors, Dominique Graveline a mis en œuvre un superbe projet qui s'appelle OpenECO et qui est positionné dans le monde de l'open source et qui sert simplement une plateforme dite autonome. Bravo. Jérémy Pomana. Jérémy Pomana qui, dans le groupe Direct Groupe France, a mis aussi en œuvre un outil sur les bonnes pratiques du référentialité. Bravo aussi. Olivier Perel. Ouais. Monsieur Perel, pareil, à Auchan, DCO de Auchan, a mis en œuvre tout un projet de migration qui était assez colossal aussi, une très belle aventure. Un grand bravo, monsieur, merci d'être là. Sandra Grave. Sandra Grave, chez Rocket, a mis en place un prototype de sécurisation. Cette spécialité vient en Rocket. C'est le réseau. Nous accueillons maintenant Pascal Régnier. Bravo. A mis aussi en œuvre une plateforme basée sur MySQL et des projets open source. Bravo sur MySQL. L'open source est aussi le cœur de notre projet. Enfin, nous accueillons Julien Merlin. Julien Merlin qui, dans le groupe GEA, a mis en œuvre un projet de migration et de mise en conformité au sein de la société du groupe. Un grand bravo. Voilà, c'est terminé pour, je dirais, les diplômés de la promotion 2010. Encore une fois, je voulais vraiment vous saluer, puisqu'on est dans les émotions. J'ai eu beaucoup de plaisir à tous à pouvoir vous suivre. Alors, Olivier. Même si ça n'est pas une fin en soi, je tiens quand même aussi à signaler que la plupart de ces mémoires qui ont été passés ont été avec beaucoup de mentions, donc plusieurs mentions très bien. Et ça, c'est un gage de qualité de l'enseignement au CNAM, et surtout une reconnaissance vis-à-vis des professionnels de notre région par rapport à ce diplôme et surtout par rapport aux différents projets que nous avons. Ça aussi, c'est une émotion. Bon,
rapprocher ici pour les photos générales. Ah, on me demande, est-ce que vous pourriez monter sur l'estrade? Ceux qui savent. Ils sont mignons. Pour les ingénieurs diplômés du CNAM de Lille, bébé! Voilà, et sur ces bonnes congratulations, eh bien, je vous invite à la sortie de cette amphi à prendre un pot de métier.